que on met de côté des analyses spécifiques pour les territoires pour que je puisse en profiter. Les valises sont prêtes. Il commence à faire froid, il y a un peu de vent. Donc bonjour à tous et à toutes. Nous sommes avec toute l'équipe Gers Data et GIE Gers de vous accueillir pour ces ateliers qui font office de vœux du Gers et partager avec vous tout ce qui s'est passé en 2025 et les ouvertures sur 2026. Et pour commencer, tous nos vœux. Donc, on vous présente tous nos vœux, la santé, la résilience, la capacité à analyser encore plus vite. Et on dépasse la barre symbolique des 1000 inscriptions, ce qui montre qu'après 5 ans, les ateliers ont su s'inscrire dans ce panorama. Donc, vraiment, tous nos vœux. Et je remercie, de peur d'oublier, du coup, Sophie, Clémence et les équipes pour le travail de ces ateliers et de pouvoir, en temps record, vous présenter le bilan de l'année 2025 pour commencer 2026 de bon augure. Pour rappel, toutes ces analyses sont basées sur un écosystème, l'écosystème de CGDIM Pharma qui, à travers les offres de Gersdata, permettent l'intégration des données Céline de 85% des pharmacies, l'intégralité des enseignes de parapharmacie et une offre e-commerce sur les sites Internet dédiés et toute la galaxie au sens positif du terme d'un réseau d'audaces créatrices que peuvent être Sai Pharma avec PharmaML, Claude Bernard, CMedia, Smart 360, Maya et les partenaires comme Cvisual sur le linéaire et les applications. Pour rentrer dans le vif du sujet, le menu en 8 étapes. Et donc, dans un premier temps, on verra la partie santé macro du réseau officinal, le médicament remboursable dans tous ses états, les DM remboursables sur prescription, le conseil au sens large du terme, avec des petites pépites et des nouveautés, le conseil santé, la beauté et l'hygiène, l'hôpital et le décryptage de la loi de finances de la sécurité sociale. Premier point, c'est que on a toujours cette croissance continue du chiffre d'affaires du réseau officinal. On le voit, on a toujours le sentiment, année après année, que ça va se stabiliser, qu'on va avoir une asymptote. Et puis au final, 35% de croissance sur les 5 dernières années, 2 milliards de plus que l'année passée. Donc on a une droite, c'est quasiment une droite entre 2020 et 2025 sur la croissance du chiffre d'affaires et 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, année après année, dans un contexte où on a quasiment, sur les 10 dernières années, 2500 disparitions d'officines physiques, soit par des fermetures, soit par des fusions. Mais au final, sur 2025, 20 fermetures par mois, soit un peu moins de 250 pharmacies, qui fait que on a une lecture du chiffre d'affaires qui devient étonnante puisque elle est passée sur les 10 dernières années de 1,6 million, 1,7 million à 2,5 millions, avec à chaque année, année après année, entre 100 et 200 000 euros de chiffre d'affaires moyen, dans un contexte où le réseau se concentre avec des inégalités qu'on vous partage avec des évolutions. Là aussi, on voit bien que le centre de la France, touché par les déserts médicaux historiques, la droite du désert, la diagonale du désert, mais voilà, des régions comme le Limousin, comme la Bourgogne, on a une fermeture sur 5 sur les 10 dernières années. On a l'Alsace qui résiste et toutes les régions qui sont soulignés ont connu en 2025 un pourcentage de fermeture supérieur à la moyenne. Donc, vous pouvez voir, c'est souvent, malgré tout, les régions qui ont connu la plus grande décroissance sur les 10 dernières années qui continuent à avoir un maillage territorial qui se resserre, qui se fragilise et qui pose question de, au final, quel est le chiffre magique du nombre de pharmacies, sachant que, au final, ça sera toujours trop si elles ne sont que dans les grandes villes et pas assez si on veut un maillage territorial homogène sur le territoire. Quand on regarde cette dynamique, 2025 est une première depuis de nombreuses années, c'est-à-dire que même si le médicament de prescription obligatoire constitue le principal contributeur à la croissance, il ne pèse que
pour 56% de la croissance. Un marché qui fait 4,7% de croissance par rapport à l'année dernière. Et le deuxième contributeur à la croissance, c'est les vaccins. On verra avec Sophie tout à l'heure le type de vaccin, mais ce qui montre le rôle de la prévention, l'appropriation par le réseau de ces missions de vaccination. Et troisième contributeur à la croissance, que vont être effectivement la beauté, suivie par la diététique et l'orthocompression. Seul quasiment univers en décroissance, le segment bébé-maman et le segment vétérinaire qui ont connu une année 2025 délicate par rapport à ces dynamiques-là. Sophie, médicaments remboursables, qu'est-ce que tu peux nous raconter de beau? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors sur le médicament, on a bien dans ce graphique, eh bien, on vous partage donc l'historique sur les 5 dernières années. Et ce qu'on observe, eh bien, c'est que le chiffre d'affaires du marché global du médicament, hein, qui comptabilise à la fois le médicament en ville, mais également le médicament à l'hôpital, eh bien, passe d'un chiffre d'affaires de 35,6 milliards d'euros à un chiffre d'affaires de 47,3 milliards. Donc sur l'ensemble hein, du marché du médicament, ville et hôpital. Et ce marché se répartit donc à hauteur de 65 et de 35% hein, entre la ville et l'hôpital, hein, respectivement. Et on a une évolution du marché du médicament global de plus 6,8%, plutôt qui suit plutôt voilà les évolutions hein, qu'on a pu observer donc sur les 5 dernières années, comprises entre 6 et 8% à peu près. Donc là, c'était pour l'évolution globale du marché du médicament. Maintenant, si on passe au périmètre des médicaments régulés, c'est-à-dire pris en charge par l'assurance maladie, et donc uniquement la partie remboursable pour la ville hein, et pour l'hôpital, uniquement les médicaments de la liste en sus, de la rétrocession et des médicaments en accès dérogatoire, eh bien, on a un chiffre d'affaires total de 40,7 milliards d'euros. Et pour 2025, une croissance de plus 5,4%, en léger ralentissement hein, par rapport à 2024. Hein, on avait une évolution de plus 6,9%. Et ce ralentissement est surtout lié en fait à la décélération du chiffre d'affaires des médicaments hospitaliers. Euh, L'hôpital donc présente une évolution de plus 2,4% après une évolution de plus 7,7% en 2024. Et ce recul hein, que l'on observe hein, sur le marché des médicaments hospitaliers est surtout lié donc aux baisses de prix et à la baisse du chiffre d'affaires des médicaments en accès dérogatoire. Donc ça, c'est un élément important hein, qui pèse fortement hein, sur voilà le ralentissement observé sur l'hôpital. Et donc on a alors, pour le marché brut, on a donc une croissance de plus 5,4%. Et si on déduit de ce marché brut l'ensemble des reversements des laboratoires à l'assurance maladie, hein, au titre des remises produits, au titre des remises sur les médicaments en accès dérogatoire, etc., et au titre de la clause de sauvegarde, eh bien, on passe à un chiffre d'affaires net régulé de 28,7 milliards, et soit une croissance de 3%. Ça traduit bien, donc ces chiffres traduisent bien enfin, montrent bien le poids important de la régulation financière sur l'évolution réelle du médicament. Et Gilles, je te laisse la parole hein, pour toute la partie marché, marché remboursable en ville. Merci Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme tu l'as dit, sur ce marché piloté par la régulation, on va regarder le plus gros segment, c'est le marché remboursable du médicament en ville, hein. Donc là, vous voyez la croissance. Des chiffres ont été présentés l'année dernière. Donc 2021-2023, la croissance était, je dirais, soutenue par les sorties de réserve hospitalières. 2024, léger ralentissement lié aux baisses de prix et deux génériques importants qui sont arrivés sur ce marché, hein, les génériques de Xarelto et de Liptruzed. Et 2025, malgré des baisses de prix importantes, la croissance des vaccins, et on aura l'occasion de revenir, hein, c'est le champion 2025, donc le marché des vaccins et aussi les médicaments onéreux
explique ce regain de croissance. Donc le slide d'après, celui-ci, hein, montre la dynamique tout au long de l'année, puisque 2025 a commencé, je dirais, avec une baisse importante, hein. On le voit avec la comparaison 2024-2025. Et tout au long de l'année, 2025, le marché a repris, je dirais, a accéléré pour croiser la tendance 2024 dès septembre et finir la fin de l'année à plus 6,6. Donc maintenant, si on regarde les unités, on a parlé effectivement d'une croissance soutenue par les médicaments onéreux. Ça se voit, je dirais, ça se voit sur ce graphique. Donc décroissance en volume. Alors vous vous souvenez, ça a été présenté l'année dernière à la convention médicale et les ROSP qui ont impacté, on va dire négativement, qui ont impacté en tout cas la croissance des antalgiques et des antibiotiques. Donc voilà, et moindre pathologie sans doute, mais bien en tête que la convention médicale, encore une fois, on est sur un marché régulé, vous avez une décroissance en volume. Si on regarde la décomposition je dirais, de la croissance sur, je dirais, les segments les plus contributeurs, on a parlé des vaccins. Donc, sur cette croissance à 6,6, les vaccins rapportent 600 millions d'euros. On regardera en détail qu'il y a quelques marques très fortes derrière. Les molécules génériquées depuis 2024 apportent une décroissance, 200 millions d'euros, mais on fera un focus particulier sur les génériques. Les produits onéreux, on en a parlé, David reviendra dessus sur l'impact sur l'économie de l'officine, mais 600 millions d'euros en positif. Les produits entre 468 et 1930, 700 millions d'euros. Donc les produits onéreux, vous voyez, c'est un très gros contributeur à la croissance. Le reste, c'est du détail. Donc vous voyez, 2024-2025, vous avez la décomposition de la croissance. Donc, si on regarde maintenant les classes, je dirais les classes thérapeutiques, depuis longtemps, on dit qu'on est sur un marché qui est, je dirais, drivé par l'oncologie. On le voit encore ici, hein. Alors, la L01H, antinéoplasique inhibiteur de la protéine kinase, donc on va dire qu'on est sur les thérapies ciblées. Alors, on trouve souvent un champion derrière une classe thérapeutique. C'est pas le cas ici. C'est une dynamique de classe. Il y a plusieurs produits qui expliquent je dirais, ces 100 millions. La deuxième classe thérapeutique était déjà en deuxième position l'année dernière, donc sur le bilan 2024, c'est les biothérapies. On reviendra dessus. Là, il y a un produit qui est à la fois le plus gros en volume et le plus gros en croissance, c'est le Dupilumab, le Dupixent de Sanofi. La N7X, donc on a un produit, toujours pareil, un champion, le Vyndaqel, je reviendrai dessus. Donc amylose cardiaque, avec une très forte croissance. Vous verrez encore que ce produit à lui tout seul représente la quasi-totalité de la croissance de la classe. On revient sur l'oncologie avec l'hormonothérapie. Là, pareil, on a un lancement de produit, mais c'est un effet de classe. Je reviendrai sur les négatifs, je continue sur les positifs. Les antiviraux, donc sur le marché du HIV, on a une croissance. Alors, gardez en tête qu'on est quand même sur un marché où on a à peu près 5000 nouvelles contaminations par an. Ça ne baisse pas, voire ça repart à la hausse. Et on attend, on verra ce que le marché va donner, mais il y a eu, je dirais, des autorisations qui sont tombées entre 2024 et 2025 pour la PrEP, donc sur le préventif sur le marché du VIH. Donc deux molécules. Par contre, toujours pas de prix. Donc là, encore une fois, marché régulé, ça va être une discussion sur le prix, on va dire sur le préventif sur ce marché qui reste en croissance. Et alors le champion, toute catégorie, c'est les vaccins. Alors le vaccin grippe, mais Shingrix qui est le vaccin prévention Zona. On reviendra sur ce produit, mais c'est une croissance, comme vous voyez, très importante. Il est apparu directement, je dirais, en septième position, alors qu'il n'était pas dans le top 10 l'année dernière. Ensuite, les produits de la DMLA, donc une classe qui s'en sort bien malgré l'arrivée des génériques. Je reviendrai aussi dessus. La B01F, c'est impacté par générique de Xarelto, les anti-TNF-alpha également négatifs à cause des génériques.
et la fibrose cystique, on va dire mucoviscidose. Si vous avez en tête, les chiffres de l'année dernière étaient en décroissance parce qu'on avait des baisses de prix. Là, on repart à la croissance avec l'arrivée de nouvelles formes pédiatriques. Si on regarde maintenant le top 10 croissance, donc les plus forts contributeurs à la croissance et à la décroissance, vous voyez d'un côté, j'ai 1,2 milliard d'apport en positif contre 176 000 euros. Donc, la concentration, la croissance se concentre. On retrouve, on l'a annoncé, le champion, les vaccins, vaccin grippe et prévention Zona, la N07X, donc amylose cardiaque Vyndaqel, les vaccins bactériens, donc avec Prevnar, qui est aussi un contributeur à la croissance. On ne trouve pas dans les top 10 classes, mais un fort contributeur à la croissance. On retrouve nos biothérapies et notre biothérapie fort contributeurs à la croissance. Et les antidiabétiques qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, les SGLT2, qui ne sont pas dans le top 10, mais contribuent à la croissance. Sur les fortes décroissances, ben, on retrouve toujours, je dirais toujours pareil, hein, l'effet générique et baisse de prix. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on s'intéresse plutôt quand même à la croissance, mais décroissance, c'est régulé, on est générique et effet prix. Donc il y a un petit changement dans le classement des laboratoires. Donc vous avez, par exemple, je vais prendre tout à droite le premier. Donc le premier, c'est Pfizer cette année. Entre parenthèses, et on l'a précisé pour chaque produit, pour chaque labo, vous avez leur place de 2024. Donc Pfizer je dirais, a gagné 2 places. Viatris en a perdu une et Novartis en a perdu une. Juste un mot sur la concentration. On est toujours sur un marché qui n'est pas hyper concentré parce que les trois premiers, hein, le podium, représentent 19% je dirais du marché. Glaxo, ben, c'est le vaccin, on l'a dit, hein, le vaccin Shingrix qui tire la croissance du labo. Un mot sur BMS, hein, malgré la perte de 2 places, qui, je dirais, se maintient au-dessus de la ligne du marché à 6,6 avec Eliquis. Et AstraZeneca, on reviendra dessus, arrive à placer quelques produits dans le top 10. Sur la décroissance, bah, Novartis, c'est l'effet Lucentis, et Janssen, l'effet Stellar. Donc maintenant, bah, on en a parlé, hein, on a des champions derrière les classes thérapeutiques. Ben, le premier, je dirais sans surprise, hein, je vous ai annoncé la contribution qu'il apportait à la classe, c'est Vyndaqel en tête, donc sur amylose cardiaque. Eliquis, malgré les difficultés de la classe, ben, est un fort contributeur puisqu'il est top 2 avec une croissance à 73,6 millions d'euros. Eylea, donc Lucentis générique et Eylea s'en sort bien cette année. On verra sur l'effet générique, mais de toute fin d'année. Donc encore en croissance et en top 3. Dupixent biothérapie, donc le champion de la classe, qui est plus fort je dirais, le plus gros et la plus forte croissance. Ensuite, je vais juste souligner 2 produits parce qu'ils sont remarquables, c'est pour ça qu'on les a soulignés. Shingrix, donc le vaccin prévention Zona, et Ozempic dans le métabolisme. On n'avait pas parlé jusqu'à présent, mais qui se hisse sur le top 10 produits. Autrement, vous retrouvez des produits de la cardio, mais le SGLT2 qui était dans les classes aussi d'AstraZeneca. Donc sur l'évolution des produits innovants et au-dessus de 468 euros, pourquoi 468? Parce que la marge de grossiste répartiteur est plafonnée. On voit que sur 2025, croissance de 12% sur la totalité, ça pèse 0,5% des volumes du médicament de prescription obligatoire remboursable et c'est déjà 42% du chiffre d'affaires. Quand on zoome sur les au-dessus de 1930, c'est vrai que, on observe encore une croissance quasiment à 2 digits, puis 10%, 0,09% des volumes pour 24% du chiffre d'affaires. Mais surtout, quand on fait une rétrospective sur l'année 2025, on voit vraiment une trajectoire
qui est quasiment imprédictible et qui rend la lecture des marchés d'une complexité remarquable. L'année sur ces médicaments-là, elle commence à moins 0,9% de croissance. Donc une décroissance. Jusqu'au mois de juin, on a envie de dire jusqu'au mois de juin, si on regarde sans se projeter, mais de manière factuelle, que ces médicaments innovants, en fait, ils sont régulés, comme le disait Gilles tout à l'heure. Et puis le thermostat a probablement lâché, puisqu'on voit du coup un passage de juin à juillet jusqu'à la fin de l'année où on est passé à plus 9 jusqu'à plus 10%. Ça veut dire qu'au final, quoi qu'il se passe, on a des dynamiques qui sont variables. Et regardez l'année dernière, il y a 2 ans, 2024, on commence à plus 14 et au final, on finit à plus 1,6. Donc c'est vrai que la lecture même du chiffre d'affaires, alors c'est des débats qu'on a souvent en disant mais on peut plus raisonner en chiffre d'affaires et pour autant il faut bien qu'on raisonne sur la valeur du marché, mais sa lecture de la performance rend excessivement complexe. Alors avec les équipes, l'enjeu c'était de dire bah, du coup les marges régulées sur ce médicament, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Une croissance de 5,3, donc là on est hors honoraire, on est vraiment sur la marge régulée des médicaments par tranche de marge dégressive lissée. Qu'est-ce qu'on remarque? Premier point, c'est que on a autant en valeur absolue de marge sur les médicaments de moins de 1,91 que les médicaments au-dessus de 1930. Ils pèsent l'un comme l'autre 8% de la marge régulée sur le médicament. Pour autant, en termes de volume, les médicaments à moins de 1,91 €, c'est 48% des volumes, alors que les 1930, c'est 0,1% des volumes. Donc on voit bien. Et pour autant, dans un cas, les médicaments au-dessus de 1930, c'est 23% du chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, sur les 0 à 91, ça n'est que 4% du chiffre d'affaires. Donc on a un trafic qui est complètement décorrélé du chiffre d'affaires et du coup une répartition de la marge qui fait qu'elle est de plus en plus inégalitaire puisqu'en fonction de l'implantation de la pharmacie et de sa population, on a une lecture de son économie qui est diverse et variée. Alors, on voulait faire un petit zoom puisque Gilles en a parlé, et puis vous savez que le sujet de poids est quelque chose qui m'a animé au moins sur les 5 dernières années des ateliers. Donc, le bilan quand même du GLP-1 qui est un des sujets de l'année 2025, avec au mois de juin de l'année passée la possibilité de pouvoir prescrire ces médicaments, donc qui ont eu un impact en volume et en valeur de 24%, de rendre beaucoup plus accessible la prescription de ces médicaments, et donc 22% de croissance en volume et 27% de croissance sur 2000, en valeur. Baisse des prix? Alors sur les baisses de prix, alors on se suivi hein, qu'on a l'habitude de vous présenter à chaque atelier. Donc je le rappelle, on prend en compte l'ensemble des médicaments hein, pour lesquels il y a une publication au JO d'un nouveau prix. Et donc on calcule la différence entre l'ancien et le nouveau prix pondéré par les volumes, ce qui nous permet eh bien, de calculer l'impact global des baisses de prix. En 2025, le nombre de spécialités qui ont été ciblées par des baisses de prix est à peu près presque le même qu'en 2024. Donc, on compte 896 spécialités en ville, 143 spécialités à l'hôpital, soit donc au total 1039 spécialités qui ont été visées par des baisses de prix en 2025. Et pour la ville, eh bien, l'impact des baisses de prix est estimé à 1,018 milliard si on rapporte ce chiffre par rapport au marché remboursable, eh bien, on est sur un impact de moins 3,8 points de décroissance sur le marché remboursable. À l'hôpital, l'impact est estimé à 572 millions d'euros. Et au global, donc, on est à un impact ville plus hôpital de 1,589 milliard.
Donc voilà pour les chiffres du bilan de l'année 2025. Ensuite, on a regardé comment, eh bien, pour la ville, comment cet impact, donc ce montant de 1,018 milliard se répartit par tranche de prix. Donc pour ça, on a pris les bornes des marges dégressives lissées. Et ce qu'on observe donc dans ce tableau, c'est que eh bien sur les 1 milliard d'impact de baisse de prix, eh bien il y a 653 millions de baisse qui se concentrent sur les médicaments qui ont un PFHT supérieur à 469 euros. C'est donc 60% des baisses et ces médicaments-là représentent en nombre de spécialités donc 18% des spécialités qui ont été ciblées par les baisses de prix. Ensuite, en termes de volume des spécialités qui ont été ciblées, c'est au niveau de la tranche 1,92 €, 22,90 € qu'on a le plus de présentations qui ont été concernées par les baisses de prix. Donc, c'est 40% des spécialités qui se retrouvent dans cette tranche-là. Et ces médicaments, eh bien, représentent 64 millions d'impact de baisse de prix, soit 6% donc de l'impact global des baisses de prix pour l'année 2025. Et Gilles, je te laisse la parole pour la partie générique, biosimilaire et hybride. Merci Sophie. Donc toujours je dirais dans la logique je dirais des économies. En fait, on va commencer par un focus sur, alors c'est pas économie, hein, je parlerai du générique après, mais sur les ruptures. C'était assez important de revenir sur ce schéma. Quelle que soit la méthode de calcul, on voit clairement qu'entre 2024 et 2024, la tension sur la supply chain est importante puisque on est monté et on reste à un niveau important en 2025. Donc ça, c'est un élément important qui, je dirais, remet la distribution et le supply chain aussi au centre des préoccupations. Donc, sur les génériques, tableau que vous avez l'habitude de voir, ce qui est remarquable, et d'ailleurs on commence par le chiffre qui est tout en bas, c'est que l'année 2025, on est passé à 86,4. C'est d'ailleurs ce qu'on a communément l'habitude d'appeler le plafond de verre. Il a été passé. Alors, le mois de septembre n'est pas du tout un mois significatif. Quand vous savez, quand il y a des grosses molécules qui arrivent je dirais, sur ce marché, elles commencent à des taux plus bas, donc elles tirent l'ensemble de la classe. Mais en tout cas, vous voyez, plafond de verre de 85% est passé, puisqu'on finit l'année à 87,1% de taux de pénétration des génériques. Donc si on regarde, voilà, molécule par molécule, donc il y a des disparités assez, je dirais, assez importantes. Ce qu'il faut noter, encore une fois, si vous vous souvenez du chiffre de l'année dernière, c'est l'ensemble des molécules 2024 représentait un peu plus de 500 millions d'euros. Cette année, si je fais la somme, c'est 92 millions, ce qui fait que ce plafond de verre, en passant les 85%, il est surtout dû à je dirais, des génériques de 2024 qui ont continué à impacter je dirais, le marché, même si vous voyez ici des taux qui progressent, mais gardez que le plafond de verre, c'est les Xarelto, Liptrusate génériqués en 2024 qui ont continué à impacter, je dirais, ce taux de pénétration. Si maintenant on passe sur les biosimilaires, alors les biosimilaires, c'était annoncé comme une bascule structurelle, hein, avec l'élargissement notamment de la liste de biosimilaires substituables. Donc, ça a été je dirais, annoncé février 2025. Donc, le taux est monté immédiatement, mais reste aux alentours de 50%. Encore une fois, la baisse sur décembre, c'est lié à l'arrivée de nouvelles molécules. On le regardera, mais en fait, ce qui est important, c'est que ça impacte
de facto la stratégie life cycle des laboratoires. Cela va reconfigurer la politique de prix, mais aussi la promotion et la gestion des parts de marché. Donc c'est vraiment un élément structurel sur le marché et l'impact que ça va avoir sur l'alignement de prix je dirais, des molécules de référence. Donc vous avez ici des taux très élevés, hein, à plus de 97% pour Neupogène. Je viens que revenir sur le slide des produits. Merci. Donc, une arrivée qui s'est fait remarquer courant 2025, c'est l'enoxaparine, donc l'Ovenox, hein, sur l'héparine de bas-moléculaire. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il fallait regarder, pour cette raison, pas d'impact sur le chiffre d'affaires en 2025, c'est pour Eylea, puisqu'il est arrivé en fin d'année. Et grosse molécule arrivée à un taux faible, vous comprenez pourquoi le taux de décembre était légèrement plus bas. Mais en tout cas, ça va être intéressant de suivre sur 2026 ce qui va se passer, la reconfiguration de ce marché. C'était annoncé, c'est parti. Alors sur les hybrides, c'est un peu plus complexe à lire, hein, puisque vous le savez, le registre des médicaments hybrides a été créé par la NSM en avril 2024 et se restreignait aux produits des maladies respiratoires obstructives, on va dire administrées par voie inhalée, c'est-à-dire qu'il y a un dispositif. Ça avait été présenté l'année dernière lors des ateliers. Depuis la fin octobre 2025, ce registre s'est élargi à de nouvelles classes thérapeutiques, notamment certains antifongiques. Donc ça, vous le voyez. Je veux bien revenir sur le slide d'après, parce que c'est intéressant, effectivement, quand on parle des antifongiques. C'est dans les cartouches colorées l'ajout au registre des hybrides fin octobre 2025. Donc, c'est sur l'histoire, ce qui a été créé en 2024 et le rajout en 2025. Donc, cette évolution a pour objectif d'élargir les possibilités de substitution à l'officine. Donc, vous avez vu, le taux reste encore assez bas et même très bas sur certaines molécules. Mais en tout cas, il y a un objectif, ça va être un objectif intéressant à suivre. Donc, vous voyez, on a quand même trois segments, les génériques, les biosimilaires et les hybrides, avec, encore une fois, la régulation derrière. Donc, c'est pour moi l'occasion de passer maintenant la parole à Clémence. Merci Gilles. Bonjour à toutes et à tous et puis meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Donc, que s'est-il passé sur le dispositif médical remboursable sur prescription en 2025? Donc, comme vous le voyez, ça représente 7% du chiffre d'affaires total des officines. On peut noter l'évolution plus faible en 2025 par rapport à 2024 versus 2024 versus 2023 qui avait une augmentation à plus 3%. Cette diminution de l'évolution est principalement sur la deuxième partie de l'année et liée notamment aux baisses de prix LPP sur la contention, les compresses, mais également les pansements techniques. Et c'est ce qu'on voit quand on regarde les promesses. Donc, le top 10 des promesses sur le dispositif médical remboursable sur prescription reste stable. Pas de mouvement entre les promesses, mais on peut noter quand même que la moitié est en involution, en décroissance. Et on note également la forte croissance de la MAD-HAD mobilité, principalement liée au changement de prise en charge des fauteuils roulants. On peut noter dans les top promesses, on le retrouvera après dans les top labos, un petit peu comme ce que disait Gilles tout à l'heure, c'est qu'on a des top produits ou des top labos derrière ces top promesses et on peut voir donc le métabolisme glucidique en forte croissance, également la sécheresse oculaire et comme je le disais, la mobilité. Sur les laboratoires, le top 10 des laboratoires, comme pour les promesses, le top 10 est plutôt stable. On a quelques changements de place, mais on a les mêmes laboratoires. Et on a également la moitié des laboratoires de ce top 10 qui sont en involution, également impactés, comme je le disais juste avant, par les baisses de prix LPP. Si on regarde maintenant les top contributeurs à la croissance, donc on retrouve Abbott et Dexcom en 1 et 2 sur le métabolisme glucidique. On a Théa en numéro 3 sur la sécheresse oculaire. On a, je passe directement au 5e, Invacare sur la mobilité. Et on a quand même Biogarant qui arrive à être 4e contributeur à la croissance sur les pansements, le soin complet, alors que c'est une promesse en involution.
Et le total du top 5 représente plus 124 millions en contribution à la croissance. Je vais parler maintenant de la vaccination. Donc, on a parlé beaucoup vaccins et aussi des missions en officine. Si je commence par la vaccination, vous l'avez vu dans les différents posts de David, c'est la meilleure campagne de vaccination depuis le Covid, même avant, hein. Donc, après 80 jours de campagne, on a 12,3 millions de doses. Ça représente plus 20% versus 2019, la campagne 2019 avant Covid, et plus 3% versus la campagne de 2020, donc pendant Covid. Et sur ces vaccinations, on a plus de 2 tiers des vaccinations, presque 70%, qui sont réalisées en officine. Si on regarde le détail en région, donc côté couverture vaccinale de la population cible, donc les 65 ans et plus, on est proche de la couverture qu'on avait lors de la campagne 2019-2020, hein, donc on est à 62% de couverture vaccinale chez les 65 ans et plus, versus un 64% à la campagne 2019-2020. Sur la répartition régionale, on retrouve le Grand Ouest en bon élève, hein, tous en vert, sur la Bretagne, Normandie et l'Aquitaine. J'ai l'impression de faire la météo. Et sur le pourcentage de vaccination en officine, donc comme je le disais, plus de 2 tiers, hein, 69%. C'est plus 4 points par rapport à l'année dernière. Et en région, on peut noter que des taux de vaccination réalisés par les officines sont plus élevés dans les grandes villes. On voit notamment le Rhône-Alpes en vert, Paris en vert. Et puis, on a le Nord-Est et la Corse qui ont une proportion plus faible. Sur les missions. Donc, les missions se poursuivent, donc plus largement, hein, au-delà de la vaccination. On voit que les missions de prévention, de détection sont réalisées à plus de 80%, hein, que ce soit le kit de détection de cancer colorectal ou les TROD, angine et cystite. On a donc plus de 85% des pharmacies qui réalisent ces missions. On voit que la vaccination fait vraiment partie du quotidien, avec 96% des vaccinations, mais également presque 90% des pharmacies qui prescrivent et qui vaccinent. Et on voit quand même une dispersion entre les pharmacies. Si on regarde sur les actes de prescription et vaccination, on a une forte différence entre la médiane et la moyenne. On a une moyenne à 73% et une médiane, donc la moitié des pharmacies réalisent moins de 40 actes de prescription-vaccination. Sur les autres missions, on voit que seulement 1 tiers des pharmacies réalisent la téléconsultation. Et pareil, ici, on a un écart entre la médiane et la moyenne. Et alors, le premier vingtième qui réalise plus de 700 téléconsultations. Et sur les entretiens, cette fois, c'est plutôt une pharmacie sur 2 qui réalise des entretiens pharmaceutiques. On a également un grand écart, hein. Là, on a une moyenne à 58% et 50% des pharmacies réalisent moins de 9 entretiens pharmaceutiques et accompagnement. On a des rendez-vous de prévention où une pharmacie sur 4 qui en ont réalisé au moins un sur cette année 2025. Donc, on peut noter qu'il y a vraiment un enjeu pour le réseau officinal de trouver une routine, puisqu'on a disparité entre les missions. Donc, au-delà d'être un simple service pour le pharmacien, c'est vraiment une expérience de santé pour le patient, puisque le pharmacien est un acteur de prévention et de suivi, de prise en charge de certaines maladies. Et je laisse David avancer sur le conseil. Donc le conseil au sens rigolote du terme, c'est-à-dire tout ce qui est délivré hors prescription, avec cette complexité remarquable de mélange de statuts, on va voir, de mélange de labos, de mélange de concepts, de pratiques des uns et des autres. Globalement, on voit sur le réseau officinal une croissance. Bon, contenu, c'est 90% du conseil santé, quel que soit le circuit. On va le voir avec la parapharmacie d'enseigne et les sites de e-commerce dédiés à la santé. C'est quand même moins 1,1 en volume. Donc, ça veut dire quand même porté par le prix, porté par l'innovation au sens large du terme. Premier contributeur à la croissance, la beauté, suivi par diététique,
principalement les compléments alimentaires. Et l'hygiène est le troisième qui termine le podium des contributeurs à la croissance sur le conseil dans sa sens le plus large du terme. Et on a voulu regarder hors médicaments de prescription obligatoire, hors prescription remboursable, le conseil au sens le plus large du terme, en regroupant par groupe ou par laboratoire pour définir le top 20 en termes de chiffre d'affaires. Donc on voit le classement, donc avec peu de variations dans le top 5, si ce n'est L'Oréal qui arrive troisième entreprise derrière Pierre Fabre et la Cooper. Opella qui glisse à la quatrième place dans un mouchoir de poche avec L'Oréal. On peut noter effectivement en termes de dynamique, c'est que là aussi dans ces industries, on va dire lourdes au sens positif du terme, vous avez quand même allez, 8 laboratoires, 8 entreprises sur 20 qui sont en décroissance. On peut noter dans les grands gagnants au sens nombre de places, le plus grand gagnant c'est Cresque, donc c'est à savoir le laboratoire SVR, également Musquintyp, Novoma et Desparas qu'ils ont racheté et Lazartig. Et ensuite, le deuxième, c'est AVA qui gagne 3 places. Donc, on voit sur ces gains de position, avec à la fois des pure players de compléments alimentaires, comme Pilège, qui est dans le top 20, des généralistes, des pure players aussi de l'OTC et du médicament. Mais là, vous avez effectivement toute la délivrance faite hors prescription, ou prescription si c'est non remboursable, notamment sur la cosmétique et les compléments alimentaires. Qu'en est-il sur les enseignes de para, donc sur la totalité des enseignes? Là, une croissance de 2,6, quasiment comme en pharmacie, avec un volume, lui, qui est positif, plus 1,9. Beaucoup plus clivant sur les sous-univers, puisque la beauté est le premier contributeur à la croissance, la diététique et l'hygiène, donc comme pour la pharmacie. Et ensuite, en décroissance, par contre, on a l'hygiène bucco-dentaire, le bébé et tout ce qui est environnement. Sur les sites de e-commerce, une dynamique un peu plus forte, c'est 330 millions, donc à mettre en perspective des milliards de l'officine et des 872 millions des enseignes de parapharmacie, c'est 3%. Le tiers s'échange, puisque le premier contributeur est la diététique, suivi de la beauté et de la santé familiale dans ces dynamiques, avec un effet volume positif aussi à retenir. Maintenant, quand on centre sur le conseil santé, à savoir santé familiale et diététique délivré hors prescription, donc sur le conseil d'un professionnel de santé, c'est 93% du marché, c'est 5 milliards d'euros. Et quand on regarde les promesses de Claude Bernard, toujours un volume en décroissance. Premier contributeur à la croissance, c'est le sommeil. Le deuxième, c'est tout ce qui va toucher aux soins de la peau, donc en dermato, et le troisième étant tonus vitalité. Qu'en est-il sur les enseignes de parapharmacie? Même croissance, volume, valeur, 3,7. Le soin du corps en premier, donc vraiment tout ce qui va être eczéma, etc. Le deuxième, c'est douleur articulaire, et troisième, le capillaire. Et pour le miroir du e-commerce, très dynamique, mais qui ne pèse que 140 millions. C'est 7% de croissance en chiffre d'affaires. La dermo en 1, vision en 2 et capillaire en 3. Donc on a malgré tout souvent les mêmes sous-univers qui sont présents, les mêmes promesses qui sont présentes, avec des dynamiques qui sont différentes. Et pour autant, parfois, on peut être dynamique sur un des réseaux, sur deux réseaux, sur trois circuits de distribution qui montrent bien le besoin. Et puis, la complexité, elle passe aussi par les statuts. Et quand on regarde justement cette dynamique, puisque on a la farandole des baisses de prix qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi les changements de TVA entre ceux qui sont passés d'OTC à compléments alimentaires. Et là, quand vous regardez sur le médicament, petite singularité, c'est que vous avez Doliprane qui est passé d'une TVA à 10 à une TVA à 2,1, qui fait que quasiment toute la croissance du médicament à TVA 2,1 délivré hors prescription est portée
par le changement de TVA. Et effectivement, bah, du coup, ça pèse en décroissance côté TVA à 10. Et puis ensuite, le troisième contributeur à la croissance sur ce conseil santé est le statut de dispositif médical. C'est ça. Hop. 40% de ce conseil santé est quand même porté par l'automédication, donc la délivrance sur conseil de médicaments ce conseil du pharmacien de médicaments. Pour autant, vous le voyez, cette évolution a très bien commencé en janvier, puis s'est dégradé tout au fil de l'année, puis le deuxième semestre a été épouvantable, aussi poussé, rappelez-vous, par comment dire, certaines classes. Donc je pense euh, à certains médicaments pour le rhume, qui est du coup passé en prescription. Et vous le voyez bien, état grippal, premier contributeur à la croissance, les brûlures d'estomac, le deuxième, constipation, soins des pieds et grippe. Et par contre, en contributeur à la décroissance, quasiment tous les maux divers, rhume, mal de gorge et tout. Tonus vitalité, qui est le reliquat du changement de TVA de certains acteurs et douleurs musculaires. On voit que le cross-statut, le fait que pour la prise en charge d'une promesse, on peut avoir l'ensemble des statuts qui rentrent en ligne de compte et qui fait qu'on va privilégier le complément alimentaire ou le dispositif médical ou le statut cosmétique au détriment du médicament. Une inflation qui s'est, malgré tout, ou une hausse des prix d'achat qui s'est réduite en 2025, 2,1 par rapport au début d'année. On était à 2,8 en 2024. Donc, toujours le phénomène porté par les innovations et également les hausses de prix. Et on le voit bien, quand vous décomposez la croissance de la pharmacie sur le conseil santé, vous avez d'un côté l'effet prix et l'effet innovation qui est compensé à la baisse par un effet volume. Ça veut dire que le consommateur, le patient, va rechercher dans son expérience en pharmacie avant toute chose son efficacité. C'est l'enjeu principal, l'efficacité du produit et de plus en plus un effet innovation. Et vous le voyez bien dans les contributeurs à la croissance, le sommeil, la déshydratation portée par Hydratis principalement et les autres marques qui ont suivi, la dermo, le stress et l'état grippal. Et on voit que de l'autre côté, les maux d'hiver tous, et puis aussi le fait que la saison était fragile sur les moustiques. Là aussi, quand on regarde les laboratoires et ce qu'on observe, là, un peu comme tous les marchés, on a un quart des industriels et notamment les premiers qui sont dans le dur par rapport à l'année passée. On peut noter la bonne performance de Kenvue qui a gagné 2 places. NHCO également, Biogarant en générique, EA Pharma avec effectivement le collagène et l'ensemble de ces marques. Et la partie sur le corps de Pierre Fabre Dermocosmétique. Top 10 des contributeurs à la croissance sur ce marché. Donc EA Pharma, on l'a vu, hein, le poids du collagène, premier contributeur à la croissance, puis suivi de beaucoup d'industriels de probiotiques et de la micronute, Pilège, NHCO, AVA pour être dans ce top 5, suivi de Biogarant. Au pied de ce top 5, on a Nutergia, donc très fort sur tout ce qui est micronutrition. On a Procter, très fort en communication média, très présent sur toute la chaîne en termes de communication. Pierre Fabre, Hydratis, pour certains, on évoquait effectivement le phénomène en 2024, qui continue sa croissance en 2025 et deuxième contributeur et Viatrice. Donc le besoin de prix qui est présent effectivement avec les génériqueurs, le besoin de, de technicité poussé par tout ce qui est microbiote et probiotique, tout ce qui nécessite aussi de la communication. Donc on voit que dans ce top 10 des contributeurs à la croissance, on a effectivement les recherches de la population. Qu'en est-il de la beauté et de l'hygiène? Un marché en dynamique, 6,5, beaucoup plus dynamique en pharma que sur les autres circuits. 78% du marché porté par la pharmacie, 17% par l'apparat et 4% pour le e-com. On reste très proche. Là aussi, premier contributeur à la croissance en pharmacie, la dermocosmétique,
suivi du solaire et des déodorants. Sur la parapharmacie, premier, c'est le solaire. Deuxième, le capillaire. Et trois, la dermocosmétique. Et sur le e-com, vous voyez la dermo en un, le capillaire en 2 et le solaire en 3. Donc là aussi, vous le regarderez à tête reposée, mais des segments qui peuvent être dynamiques sur quelques circuits que ce soit. Quand c'est dur sur l'ensemble des circuits. Et la pharmacie qui nécessite toujours ce besoin de recherche d'expérience consommatoire, de faire en sorte d'être attractif et de mieux accompagner encore plus demain le patient et le client. Sur cette inflation très proche, en fait, en termes de croissance entre 2025 et 2024, on a le même tendance par rapport au début d'année. Même si ça reste des fortes augmentations de prix depuis 2023, on est sur effectivement des marchés où il y a l'innovation, où il y a la création. Et là, vous le voyez, la quasi-totalité de la contribution à la croissance est portée par l'innovation, toutes les nouveautés, toutes les reformulations, toutes les nouvelles références et un effet volume qui est porté vers le bas, puis compensé par un effet prix. Donc vraiment, contrairement à ce qu'on observait, qui était beaucoup plus marqué sur le conseil santé, là, on a vraiment le poids de l'innovation, le besoin de rester en meilleure beauté, en meilleure hygiène sur la durée. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le top 20 des marques? Je vous assure que ça s'est fini au finish sur la troisième et quatrième place sur ces deux marchés, puisque SVR était passé troisième en cours d'année, puis effectivement sur le finish, Caudalie reste troisième acteur. SVR a gagné 2 places. La Rosée continue à grignoter des places et est devenu sixième acteur. Donc on voit bien un changement fort du top 5, du top 6 des laboratoires. On a aussi Ducray qui reprend des couleurs et puis MKL Green Nature qui est celui avec Herborian qui ont gagné le plus de places sur cette année par rapport à l'année passée. Et quand vous voyez contributeur à la croissance sur ce marché de l'hygiène et de la beauté, SVR est premier contributeur à la croissance, suivi d'Aven et Caudalie, donc des historiques de ce marché-là. Respire est quatrième acteur de contribution à la croissance. On l'a vu, forte poussée des déodorants avec l'ouverture. On a tout le phénomène de la K-Beauty qu'on présentera une prochaine fois qui est porté par le chef de file qui est Herborian, le top 5 des contributeurs à la croissance. Et puis ensuite, vous avez des marchés de volume avec MKL Green Nature, La Roche-Posay, qui reste dans le top 10 des contributeurs à la croissance, La Rosée et Ambriolis et Crème qui terminent ce top 10 des contributeurs à la croissance. Et voilà, en fait, je ne résistais pas à vous laisser parce que du coup, on m'a beaucoup parlé K-Beauty sur cette année 2025 et la K-Beauty. Et la K-Beauty, quand est-ce que vous suivez la K-Beauty? Donc voilà, donc c'était 10 millions d'euros en sell-out en 2023, c'est 30 millions. Donc c'est encore un marché, on peut considérer marché niche très porté par les réseaux sociaux. Donc à suivre sur 2026. Gilles, pour finir sérieusement sur l'hôpital. Oui, merci David, c'est mieux avec le micro. Donc effectivement sur l'hôpital, on va revenir sur, je dirais, le poids croissant des médicaments onéreux et cette tendance qui structure la croissance, hein. Vous avez sans doute lu que l'adresse avait publié que la liste en sus était, je dirais, reconnue comme un moteur de croissance structurelle. Donc voilà aujourd'hui le contexte dans lequel on se situe. Donc il y a un ralentissement du marché régulé, hein. Donc bien attention, on parle là sur du médicament intra-établissement de soins en valeur, mais le marché régulé. Donc on a eu baisse du nombre d'autorisations d'accès précoce et aussi des baisses de prix. Donc d'où effectivement vous voyez cette croissance, je dirais qui ralentit. Donc en fait, en résumé, coup de frein et écrétage de la valeur. Donc maintenant, si on regarde le slide suivant avec les top 5 contributeurs à la croissance ou à la décroissance, hein, vous voyez, j'ai un solde positif, hein, 591 millions d'un côté, 168
je dirais, de l'autre. Un marché tiré vers le haut par les anticorps monoclonaux. Je reviendrai sur les produits, parce qu'on a parlé de champion, mais là, c'est un champion avec un S derrière cette classe. Donc, on a des produits comme Darzalex, Enertu, Infivi, Keytruda, Padcev, Jemperli, parce que je veux en oublier aucun. Sur la V3C derrière, on trouve des produits plus Victo et Lutathera. Pareil, M5X, il n'y a qu'un produit derrière. En fait, il y en a deux, mais il y en a un surtout, c'est Vivgard. Et on trouve aussi le Zolgensma. Et puis sur la L4X, donc les immunosuppresseurs, on a un produit comme Ocrevus. Si je regarde sur la partie droite, l'impact sur la classe LAX, c'est surtout, je dirais, des baisses de prix, hein, et sur les carticelles. Les produits les plus remarquables dans cette décroissance, c'est Yescarta et Abecma. Ensuite, sur la B2B, donc des produits de la coagulation, donc on a Mlibra et Vilfactin qui tirent cette classe vers le bas. Sur les antinéoplasiques, on trouve Imnovid. Sur les autres produits de l'appareil digestif, on va avoir Myosim qui tire la classe vers le bas. Et pour finir, sur les anti-TNF-alpha, on a déjà parlé sur la ville, mais sur l'hôpital, c'est pareil, sont Inflectra et Remicade qui impactent négativement je dirais, cette croissance. D'ailleurs, si on regarde les produits, parce que là, c'est intéressant de s'intéresser, de regarder les produits, puisqu'on a parlé des anticorps monoclonaux. Donc, les trois premiers, alors le numéro 1 et le numéro 3 sont des anti-PD-1. Encore une fois, c'est rentré dans les mœurs que l'oncologie et c'est une collection de maladies rares et une maladie du génome, et qu'en fait, on est multi-indications derrière ces produits. Vous voyez, le Keytruda avec une croissance à 2,9, mais qui est largement leader. Darzalex, donc lui, c'est un anti-CD38 qui est je dirais, aussi en forte croissance. Et Opdivo, donc, qui est sur le même segment que Keytruda, lui, par contre, il est en baisse. Alors, pas forcément les mêmes indications, mais anti-PD-1. Vous voyez, AstraZeneca, on a parlé des produits tout à l'heure, je vous les ai cités derrière les classes, donc plus 62 millions. Enertu, vous verrez, ça a un impact sur le classement de Daiichi à plus 81,7 millions d'euros. Vous voyez, hein, merci, ça donne la transition sur Daiichi. Tu peux revenir sur le produit, si tu veux bien, la liste des produits. Hop, merci. Prévigène qui, lui, apparaît avec une croissance à 82 millions et 42,9% de croissance. Mais il n'y a pas de croissance sans décroissance sur le top 10 produits. Donc, on a les produits du sang. Donc, vous verrez que ça a un impact aussi sur LFB, hein, le Cléry, qui est en forte décroissance, à moins 30%. Mais on a aussi Roche qui a deux produits, hein, le T-Centric et M-Libra, qui sont en décroissance. Vous verrez, c'est pas anodin sur la place je dirais, du labo. Ça me fait la transition avec je dirais, le slide suivant. Je vous ai parlé tout à l'heure du top 3, donc je vais faire pareil, hein, le même exercice qu'avec la ville. Hein, le top 3, il est inchangé. Vous avez vu qu'en ville, ça bougeait. Là, numéro 1 reste numéro 1, numéro 2 inchangé, numéro 3 représente plus de 32% de ce marché en valeur. L'année dernière, c'était 29,7, donc la concentration, je dirais, s'accentue encore à l'hôpital. Donc, c'est les anticorps monoclonaux qui tirent MSD et Janssen. Et je vous ai parlé de Daiichi, hein, vous voyez, très forte croissance, ce qui fait qu'il a gagné 3 places par rapport à 2024, il est passé de 12e à 9e. CSL Behring aussi, il faut le noter, a gagné 2 places. AstraZeneca, vous l'avez vu dans le classement des produits, a aussi gagné 2 places. Takeda reste inchangé. Et sur les contributions négatives, on en a parlé, impact sur les prix. Et Gilead avec les carticelles et LFB biomédicaments, et je ne parle que des carticelles, je dirais
une décroissance. Donc voilà un peu comment se recompose, mais vous voyez qu'on a quand même deux segments. On a les quatre principaux laboratoires qui se situent bien à droite, et on a tout un groupe sur la gauche entre croissance et décroissance, mais numéro un, numéro 2, tiré par les anticorps monoclonaux. Donc marché régulé, ce qui me fait la transition pour que Sophie puisse vous faire un update sur la loi de finances 2026. Oui, la loi de financement de la sécurité sociale, donc qui a été adoptée donc le 16 décembre 2025, et donc un point donc sur les mesures qui concernent le médicament. Tout d'abord les articles 28, 31, 32 qui portent sur la régulation du secteur des médicaments, et donc en particulier donc sur la clause de sauvegarde. Tout d'abord. Pour 2025, donc, il y a un réajustement du montant M qui passe de 27 milliards 250 à 26 milliards 100 millions d'euros. Et ce réajustement eh bien, est lié à l'exclusion des biosimilaires et des hybrides dans l'assiette de calcul donc, de la clause de sauvegarde dès 2025. Ensuite, pour 2026, donc la grande nouveauté, c'est la création eh bien, d'une nouvelle contribution. L'objectif étant de transférer le rendement de la clause de sauvegarde vers une nouvelle contribution dite supplémentaire. Pour autant, la clause de sauvegarde eh bien, continue d'exister, hein, elle est maintenue, mais plus en tant que corde de rappel. Et du coup, on passerait d'un mécanisme collectif avec la clause de sauvegarde à un mécanisme individuel qui sera indépendant du chiffre d'affaires total de l'industrie, donc avec la nouvelle contribution. Sur le périmètre des produits, eh bien, c'est l'ensemble des spécialités remboursables qui inclut également les achats SPF pour les deux systèmes. On exclut les génériques, les princeps sous TFR et les princeps dont le prix est aligné à celui des génériques. Et la différence donc entre les deux, c'est que pour la nouvelle contribution, on exclut les spécialités de référence dont le prix est inférieur à un seuil qui sera déterminé par décret. Et dans la clause de sauvegarde, on exclut les biosimilaires et les hybrides. Concernant l'assiette de calcul, eh bien, la nouvelle contribution sera calculée sur du chiffre d'affaires net des remises, alors que la clause de sauvegarde eh bien, sera calculée sur les dépenses remboursées par l'assurance maladie net des remises. Donc ça, c'est la nouveauté pour l'année 2026. Hein. Ce sera plus en chiffre d'affaires comme c'était le cas jusqu'en 2025, mais on passe en dépenses remboursées. Ensuite, pour les taux de contribution, alors il y a deux taux de contribution qui ont été fixés selon le niveau de chiffre d'affaires du laboratoire. 6,45% pour les laboratoires dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions et 4,01 pour les autres. Et le montant M pour la clause de sauvegarde pour 2026 est fixé à 22,100 millions, enfin 22 milliards 100 millions en montant remboursé. Toujours sur la clause de sauvegarde, la nouveauté, il y a une nouveauté au niveau de la répartition, puisque on a introduit pour la première fois un critère de territorialité. 50% donc sera réparti sur la part du laboratoire, enfin la part des montants remboursés, 30% sur la croissance des montants remboursés et 20% donc en fonction du lieu de production donc des médicaments. Et enfin, il y a un plafonnement également qui a été fixé. Le montant additionné donc de la contribution supplémentaire et de la clause de sauvegarde sera plafonné à 10% du chiffre d'affaires du laboratoire. Et enfin, pour terminer, donc les autres articles qui concernent le médicament. Tout d'abord l'article 29 donc, qui instaure une taxe sur les médicaments qui retardent l'entrée de leur générique au-delà de 12 mois après la tombée de brevet. L'article 33 prévoit le versement d'acompte pour les remises et donc les industriels pourront verser à titre provisionnel à part égale chaque trimestre eh bien 95% du montant qui est dû pour l'année N-2. L'article 37 rétablit la fixation par la loi des plafonds de remise commerciale à l'officine des génériques, des biosimilaires et hybrides, donc notamment à l'occasion des discussions du PLFSS hein, chaque année. L'article 86 porte sur l'expérimentation donc pour la réutilisation des médicaments remboursables non utilisés dans le cadre de la rétrocession au sein de certains établissements. L'article 87 élargit la mesure tiers payant contre générique aux biosimilaires et aux hybrides substituables. Et enfin, l'article 88 prolonge donc le dispositif d'accès direct de 2 ans. Et deuxième mesure, ouvre la possibilité de prendre comme prix de référence des prix non européens pour la fixation des prix des médicaments et des dispositifs médicaux. Je vous remercie.
Donc merci à toutes et à tous, encore tous nos voeux. Merci à toutes les équipes qui nous permettent de vous présenter tous les mois environ, comme je dis souvent, ces ateliers partagés avec vous. Ils n'existent que parce que vous les suivez et qui fait des GERS une langue vivante en santé. Excellente semaine à vous et à très bientôt.